Partons du postulat suivant. Ces dernières années, le divertissement sous toutes ses formes a explosé, notamment grâce à l'émergence des plateformes de streaming. La promesse de ces plateformes de garantir un contenu permanent et constant a permis l'émergence des animés et des mangas sur la scène mainstream. Et si aujourd'hui on est quand même loin d'avoir des animés aussi populaires que Breaking Bad ou Game of Thrones, la perception que le public se fait de l'animation a quand même bien évolué. À ce jour, les animés les plus populaires sont très souvent des shonen. Un format d'histoire qui commence à dater, qui est encore à ce jour repris par tous les plus gros succès commerciaux. La majorité des animés grand public sont des shonen et qui suivent donc un pattern narratif bien particulier. Si aujourd'hui les mangas tendent de plus en plus à s'éloigner au fil des chapitres de ces standards, c'est un phénomène qui est encore récent à l'échelle de l'histoire du genre et sur les premiers volumes, les codes établis du shonen restent bien en place. La surreprésentation des shonen dans le paysage de l'animation et dans l'esprit du spectateur mainstream est pour moi un problème. C'est un problème parce que s'il n'y a que des shonen qui cartonnent alors quel serait l'intérêt de produire autre chose ? Depuis maintenant quelques années, les animés ont beaucoup de mal à se renouveler. En dehors des shonen, des romances et de la fantasy, qu'est-ce qu'il reste ? Pas grand-chose. Et en même temps c'est normal, parce qu'il n'y a que ces animés-là qui ont le droit à une véritable exposition. Les animés, ça découle du cinéma. Et le cinéma, c'est l'art de mettre en scène des situations et de transmettre des messages par le biais de l'image. On arrive au nœud de notre problème, je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, ne vous en faites pas, profitez-en tant que vous comprenez encore ce que je raconte. La narration, la direction artistique, la photographie, la réalisation et la musique. Ce sont les 5 leviers artistiques sur lesquels on peut agir pour rendre une œuvre plus ou moins perchée. Pour vous donner un exemple, si je dérègle le levier de la narration, je vais avoir un animé qui joue beaucoup sur le symbolisme, qui va être très axé sur l'interprétation du spectateur, ou alors qui va chercher des moyens différents de raconter son histoire en la présentant de façon non linéaire, à titre d'exemple. Ce n'est pas une vérité générale, mais vous comprenez l'idée. En partant du principe que 90% des productions actuelles ne touchent que très peu au levier, les laissant même parfois sur leur position par défaut, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un animé décide de tous les dérégler d'un seul coup ? Les animés d'avant-garde sont des expériences artistiques qui, à l'époque où elles ont été produites, n'ont pas respecté les règles de narration et de techniques conventionnelles. Ces animés suscitent souvent des sentiments déstabilisants, parfois même angoissants et claustrophobes, car les critères de cette classification se caractérisent par un rejet des canons traditionnels d'esthétique, de mise en scène et de narration, ainsi que de la déconstruction des codes de production d'animés mainstream. Il est donc important de préciser qu'une œuvre plus edgy, plus trash, ou qui possède un ton qui diffère des animés grand public n'est pas nécessairement une œuvre d'avant-garde. En réalité, la classification d'avant-garde pour un animé se base plus sur la définition du genre psychotronique au cinéma. Les films du genre psychotronique se caractérisent par leur aspect expérimental, souvent associé à des éléments de science-fiction, d'horreur ou de fantastique, et suscitent chez le spectateur diverses palettes d'émotions et de sentiments, allant de l'hilarité au malaise, en passant par la contemplation artistique. Pour vous donner des exemples de films psychotroniques, on peut citer Eraserhead de David Lynch, Donnie Darko, Vidéodrome ou Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ce sont des films difficiles à cerner au premier abord, souvent tournés avec un budget limité, et qui, remis dans leur contexte historique, apportent des idées nouvelles de mise en scène et de narration. Je n'évoquerai que très peu les piliers du genre de l'avant-garde tels que Neon Genesis Evangelion, les animés de Masaki Yuasa ou de Satoshi Kon, Serial Experiment Lane ou Fuliculi, car j'estime que ces œuvres sont beaucoup trop denses pour être présentées dans une vidéo qui a simplement pour but d'introduire à ce genre, et qu'elles méritent à elles seules des vidéos complètes qui leur seront totalement dédiées. Dans cette niche des œuvres d'avant-garde, beaucoup de productions sont des travaux d'animateurs ou d'étudiants. Des courts-métrages de quelques minutes que l'on peut facilement trouver sur YouTube, comme Pouparia, qui est un court-métrage de 3 minutes, ayant pris plus de 3 ans à ses animateurs pour être créé, ou encore Kikumana, une animation de 6 minutes en CGI, sortie en 2001, ayant pour but de faire ressentir au spectateur ce que ça fait que de sombrer dans la démence. En plus de leur excentricité d'un point de vue narratif ou visuel, les animés d'avant-garde ont pour la plupart d'entre eux ce paradoxe d'être suffisamment iconiques pour que le public des connaisseurs les considère comme des classiques, et à la fois d'être complètement méconnus du grand public, au point que certains d'entre eux s'effondrent complètement dans l'oubli. Ce sont des chefs-d'œuvre sans la renommée qui va avec. Et le premier animé qui me vient à l'esprit, quand on parle d'un classique au public assez confidentiel, c'est Amer Béton. Amer Béton, c'est un film qui sort du lot, déjà parce qu'il capitalise sur le style graphique de son manga à un niveau qui est complètement absurde, sachant que le style du manga en lui-même est déjà assez perché.
On enlève les yeux de biche et les visages finement dessinés, et on dessine à la place des personnages grossiers, aux traits criards, dans une ville qui s'effondre peu à peu sous le poids du monde moderne. Monde moderne qui, dans ce film, vient se mélanger au monde d'avant, tous deux caractérisés par un style visuel qui leur est propre, et qui évolue au fur et à mesure du film. Amer Béton, c'est l'histoire de Shiro et Kuro, blanc et noir en japonais, deux orphelins des rues, qui vivent dans un cadre débilement urbanisé et bétonné, dont le quotidien oscille entre les yakuza et les flics impuissants. Les deux vivent l'un pour l'autre, Kuro souhaitant protéger Shiro de la criminalité et des dangers de la ville, alors que cela le condamne à se faire lui-même absorber par les bas-fonds. L'élément perturbateur étant des promoteurs immobiliers qui souhaitent racheter leur quartier pour en faire un parc d'attractions et qui souhaitent se débarrasser des enfants, car ceux-ci passent leur temps à faire fuir les touristes. Kuro va tout faire pour les en empêcher, et cela va amorcer sa descente aux enfers vers des accès de folie et de violence qui vont créer de sérieux troubles au sein de la ville. Amer Béton, c'est un film hyper novateur, il doit ça à son mélange subtil de CGI et d'animation traditionnelle. Cette idée est née sous l'impulsion du réalisateur du film, Michael Arias, un informaticien spécialisé dans la CGI qui s'est expatrié au Japon à la fin des années 90, et qui par un coup du destin s'est retrouvé à la tête du projet d'adaptation en film d'Amer Béton, après avoir réalisé un court-métrage pilote adapté du manga d'origine. Arias voulait mélanger la CGI et l'animation traditionnelle pour tirer le meilleur des deux mondes et obtenir le résultat le plus organique possible. En effet, la CGI est présente dans presque toutes les scènes, mais ne se remarque que très rarement. C'est une prouesse technique qui permet d'obtenir des scènes d'un niveau de vivacité et de détail rarement égalé, tellement que même les productions AAA d'aujourd'hui n'arrivent toujours pas à obtenir un résultat aussi propre. Faut aussi parler de la caméra. Déjà, les plans sont tous plus ingénieux les uns que les autres, la photographie est terrible, mais surtout, elle n'est jamais statique. C'est comme si on regardait un film hollywoodien en prise de vue réelle. Ça n'a l'air de rien, mais à la fin, ça rend l'animé tellement plus immersif. Le spectateur fait vraiment partie de l'action. Il y a toute une dichotomie entre un passé qui rend nostalgique et un futur incertain et déshumanisé qui est central dans ce film, et qui résonne d'autant plus aujourd'hui, presque 20 ans après sa sortie. On retrouve cette dualité sur plein d'aspects, aussi bien scénaristiques qu'esthétiques, le film plaidant finalement pour une complémentarité plutôt que la destruction de l'un par l'autre. Est-ce que vous avez déjà vu un animé d'horreur ? Je vais partir du principe que non, parce que le genre est presque inexistant dans le monde de la Japanimation, et que les quelques références que l'on pourrait citer jouent soit sur un ressort psychologique, soit sur un ressort graphique. Mais des animés cherchant à installer une véritable atmosphère pesante et anxiogène, à ma connaissance, il n'y en a que deux. Le premier, c'est Yamishibai, que l'on pourrait traduire par le théâtre de l'horreur. C'est un programme court, chaque épisode durant seulement 4 minutes, diffusé à 17h au Japon. Le concept est simple, dans un parc où les enfants vont jouer après l'école, tous les soirs à 17h, alors que le soleil se couche, un inconnu portant un masque jaune vient raconter aux petits des histoires d'horreur à l'aide de son théâtre ambulant. Chaque histoire reprend les codes des légendes urbaines japonaises à la façon de ce que pourrait faire Junji Ito dans ses nouvelles. Ce sont des histoires qui arrivent à Monsieur Tout-le-Monde, où le quotidien morose du japonais moyen vient se mêler au folklore nippon. La deuxième série qui me vient à l'esprit, j'ai parfois l'impression qu'elle a voulu faire beaucoup plus que de l'horreur, et ça, vous le comprenez à la seconde où vous lancez le premier épisode. Mononoke est l'un des animés les plus bizarres que j'ai pu regarder. Il raconte les différentes péripéties d'un alchimiste qui voyage à travers le Japon et qui fait face à des esprits, appelés les Mononoke, chaque arc narratif de l'animé mettant aussi en exergue de façon sous-jacente les pires facettes de la nature humaine, de la jalousie, en allant jusqu'au meurtre. Sauf que ce qui donne à cette œuvre toute sa singularité, c'est la façon qu'elle a de mettre en scène la violence, et puis même tout le reste. À la croisée entre une estampe et une pièce de théâtre kabuki, l'anime nous raconte 5 histoires, non pas à l'aide de ses dialogues, mais grâce à sa mise en scène et les procédés graphiques qu'il a à sa disposition, tendant parfois vers un surréalisme troublant et dont il se sert à merveille pour mettre mal à l'aise le spectateur. L'atmosphère créée, avec les bruitages et les transitions du théâtre japonais, se détériore au fur et à mesure de l'avancement de chacune des histoires, passant d'un animé au style atypique racontant une histoire absurde, à une espèce de mélange entre un rêve surréaliste et un trip sous LSD qui tourne mal. Les repères du spectateur se brouillent, à tel point que l'ambiance en devient même oppressante. J'ai évoqué au début de cette vidéo un animé qui s'appelle Serial Experiments Lain, en disant que je n'en parlerai pas pour le moment. J'ai menti. Du moins, je ne vais évoquer le sujet qu'en surface parce que Lain et le staff qui s'est occupé de créer cet animé sont tellement majeurs dans la petite niche de l'animation d'avant-garde qu'il est très difficile de traiter ce sujet sans en parler.
Lane est sans conteste l'un, si ce n'est l'animé le plus mystérieux et le plus énigmatique jamais créé, et c'est aussi un animé qui est unique en son genre. L'aura de mystère et l'incompréhension totale que dégage Lane en fait presque un animé magnétique, et avec une narration aussi cryptique, réussir à déclencher une palette d'émotions aussi vive chez le spectateur, croyez-moi, ça relève du génie. Un animé qui raconte comment une lycéenne subit peu à peu une sorte de dissociation entre la réalité et le wired, une forme évoluée d'internet, auquel on accède par le biais d'un Navy, une sorte de super-ordinateur pouvant être contrôlé par l'esprit humain. Rien que dit comme ça paraît super compliqué, mais ce n'est même pas 1% de ce que raconte cet animé et de tout ce qui a pu en rayonner culturellement parlant. Lane, c'est un énorme rabbit hole, probablement l'un des plus fascinants qui soit, et c'est pour ça que je parlerai de cet animé dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Sachez juste que le staff derrière Lane, après le succès qu'a eu l'animé au Japon, a décidé de remettre ça et de se réunir à nouveau derrière Yoshitoshi Abe, le créateur original de Lane, pour refaire un animé. Et si vous n'aviez pas compris grand chose à Lane, alors vous n'allez absolument rien comprendre à Text No Lies. Text No Lies intervient comme étant la suite spirituelle de Serial Experiments Lane. Il s'agit d'un thriller psychologique surréaliste, racontant une suite d'événements prenant place dans la ville fictive de Lux, où des descendants d'une génération bannie se disputent le contrôle de cette cité en déliquescence. Le personnage principal est Ichise, un orphelin devenu combattant de rue, qui perd un bras et une jambe après avoir offensé la femme de son promoteur. Il est sauvé de justesse par un personnage surnommé le Doc, qui remplace ses membres perdus par des prothèses, grâce à un processus connu sous le nom de Texnolozation, un processus rendu possible par un matériau nommé le raffia, qui est extrait du sous-sol de Lux et qui constitue le seul produit d'exportation de la ville, et donc sa raison d'être. Le Doc explique à Ichise que les membres sont des prototypes spéciaux de sa propre fabrication et qu'ils contiennent l'ADN de sa mère décédée, les derniers morceaux de ses restes étant été incorporés dans les circuits des prothèses. Devant une faveur au Doc, Ichise se retrouve mêlé à la lutte entre les trois principales factions qui s'affrontent pour le contrôle de Lux, l'Organo, l'Union du Salut et le Rakan. Ça a l'air simple, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Text No Lies est l'un des animés dont le visionnage est le plus exigeant qui soit. La narration de l'animé est très lente, en plus d'être séparée sur différentes trames sans la moindre indication temporelle, et il y a très peu de dialogue, ce qui fait que l'œuvre nécessite plusieurs visionnages pour être plus ou moins comprise dans son ensemble. Et encore. C'est une œuvre complexe où l'interprétation que le spectateur se fait de l'histoire est importante. C'est une espèce de remaniement de l'idée sous-jacente que mettait Serial Experiments Lane sur la table, avec une espèce de dimension plus sale, plus épique et post-apocalyptique que Lane. Yoshitoshi Abe est un nom parmi toute une liste de réalisateurs, parmi lesquels on peut compter Hideaki Anno, Satoshi Kon ou Katsuhiro Otomo, dont les productions ont marqué le genre et dont l'impact sur le monde de l'animation a été très important. Et dans cette liste, on peut trouver un très grand nom de l'animation japonaise, Mamoru Oshii. Si son nom ne vous dit rien, il y a un de ses films qui, lui, devrait un peu plus vous parler. Ghost in the Shell est une licence qui a joué un véritable rôle de pilier dans le genre de la science-fiction et des imaginaires cyberpunk. Là où cette œuvre s'est avérée la plus impactante, c'est lorsqu'elle s'est retrouvée entre les mains de Oshii. En 1995, ce film, s'inscrivant tout droit dans la lignée des œuvres de Philip K. Dick, soulevait déjà la question de la domination de l'être humain par la machine et l'ordinateur, dans un monde où l'obsession de l'homme pour la cybernétique finit par le conduire à sa perte. Les films de Oshii sont très reconnaissables par leur mélange d'imagerie surréaliste, leurs longues scènes contemplatives et les questionnements philosophiques qui se dégagent du scénario de chacun de ces films. Ce sont des films qui demandent plusieurs visionnages pour être pleinement embrassés et compris par le spectateur. Si Ghost in the Shell est un vrai pilier de la science-fiction, ayant inspiré d'autres œuvres comme Matrix ou Westworld, Oshii ne s'est pas cantonné à un seul film et a repoussé la barre de ses recherches techniques et esthétiques encore plus loin. Innocence est la suite du film Ghost in the Shell, réalisé par Mamoru Oshii en 1995. Pour réaliser Innocence, Oshii a fait le parti pris technique et artistique de donner à la CGI une place centrale dans ce film. Et ce même avant Amer Béton, puisque Innocence est sorti en 2004. L'utilisation de l'animation 3D a toujours suscité un vif débat dans l'industrie de la Japanimation. Certains réalisateurs, comme Hayao Miyazaki, considèrent ce genre de méthode comme étant une insulte à l'art de l'animation, tandis que certains studios n'hésitent pas à l'intégrer dans leurs œuvres avec un résultat souvent approximatif. Mais Oshii, lorsqu'il sort Innocence en 2004, il fait un véritable tour de force technique. La mise en scène est tellement novatrice, le positionnement des caméras, la lumière, la colorimétrie, même encore aujourd'hui, il y a peu d'animés qui font l'effort d'autant soigner la mise en scène.
Mais le coup de génie, c'est quand des exploits techniques arrivent à servir le propos et les questionnements de ton œuvre. On ne parvient même plus à faire la différence entre ce qui est organique et ce qui ne l'est pas, entre ce qu'il s'est vraiment passé ou non. Le décor, tantôt crasseux et brutaliste, tantôt aseptisé et clinique, ne laisse rien transparaître d'humain. Et le seul moment du film où on n'est pas assommé par le béton et la ferraille, c'est lorsque Bateau retrouve son chien. Le seul moment où il fait face à un être vivant, seulement fait de chair et de sang. Il n'y a aucun dialogue dans cette scène, ni de mise en scène particulière, et pourtant c'est la scène la plus apaisante du film. Qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? La chair? Notre âme? Ou ce que l'on en fait? Angel Egg n'est pas un film fait pour tout le monde. C'est un long métrage d'animation expérimentale que Oshii a sorti en 1985, montrant les déambulations d'une enfant dans un monde apocalyptique, protégeant un œuf. Elle va rencontrer un soldat qui va la suivre, curieux de savoir ce qu'il se trouve à l'intérieur de celui-ci. S'ensuit après une succession de références bibliques et le strict minimum de dialogue pour que le film puisse venir trouver sa conclusion, qui au mieux vous rendra heureux parce que le film est enfin terminé, ou au pire, vous brisera le cœur en 1000 morceaux. Angel Egg est un film très particulier dans lequel Oshii a introduit beaucoup d'éléments de mise en scène et de direction artistique qu'il réutilisera des années plus tard dans la saga Ghost in the Shell. Le film, prenant place dans un décor onirique, montre un monde ravagé par un cataclysme, jonché de ruines rappelant des immeubles de grandes capitales européennes, et habité par des êtres qui semblent dénués de toute volonté propre, qui se battent inlassablement contre des ombres de poissons. La narration de Angel Egg est déroutante car on a l'impression de prendre une histoire au début de sa conclusion. Aucun contexte ne nous est donné tout au long du film, comme si on en avait raté le début. Beaucoup de gens aiment comparer Oshii à David Lynch car les deux réalisateurs utilisent beaucoup le symbolisme dans leur scénario, et Angel Egg en est l'exemple parfait. Le scénario est un véritable texte à trous, qui est impossible à résoudre, son créateur ayant déclaré lui-même n'avoir aucun élément de réponse. Chacun est libre de réfléchir et de faire sa propre interprétation de l'histoire, ainsi en résulte un film étrange, incompréhensible, mais terriblement immersif, et ayant bien évidemment sombré dans l'oubli, après avoir été un immense échec commercial. Angel Egg pose réellement les bases du style de Mamoru Oshii qui se caractérise par de longues scènes contemplatives, rythmées par de rares dialogues et quelques scènes d'action, ce qui est une vraie prise de risque si l'on parle de séduire le grand public, mais un véritable coup de génie lorsque l'on veut créer une atmosphère marquante dont les spectateurs seront profondément impactés. Car même longtemps après avoir vu le film, vous vous souviendrez encore longtemps des longs plans sur les immeubles délabrés de Angel Egg, vous vous souviendrez de ce film comme si, l'espace d'un instant, vous aviez été plongé dans un rêve. Et c'est pour ça que ce film n'est pas fait pour tout le monde. Parlons un peu des personnages. Il n'y en a que deux. Il y a la fille et le garçon. Les deux n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là, ils ne parlent presque pas. Vous vous poserez des questions tout le long du film et à la fin, vous ne vous en poserez pas moins. Dans un film avec aussi peu de dialogue, ce que font les personnages est important. On ne nous raconte rien, on nous montre. Angel Egg, plus que n'importe quel autre animé, se regarde. Douloureusement long, incompréhensible par sa narration défragmentée et son symbolisme, très soigneusement animé, il montre un monde qui semble abandonné par Dieu, où tout est vide de sens, et crée une réaction unique chez chacun de ses spectateurs. Cet animé semble puiser directement dans votre subconscient, et c'est pour ça que je l'ai comparé à un rêve. Parce que c'est ce à quoi il ressemble le plus. D'ailleurs maintenant en parlant de rêve, on va parler d'un cauchemar.
Belladonna of Sadness est un film de Eiichi Yamamoto sorti en 1973 qui est le troisième et dernier volet d'un triptyque nommé Animerama. Belladonna of Sadness est un sujet assez délicat de par notamment les thématiques qu'il aborde. Il raconte l'histoire de Jeanne, une jeune couturière qui va bientôt épouser son fiancé. Alors qu'elle se rend au château du seigneur local pour recevoir la bénédiction de ce dernier, celle-ci se fait violer par lui, puis par tous les autres hommes du château. Traumatisée en rentrant chez elle, elle décide de conclure un pacte avec Satan, dans l'espoir de pouvoir se venger. Mais malheureusement s'ensuit une longue et douloureuse descente aux enfers pour Jeanne, le film racontant son entière perdition. J'ai beaucoup hésité à parler de Belladonna of Sadness parce que c'est un film qui est terriblement cruel. Le film est connu pour son style visuel unique, utilisant des techniques d'animation à l'aquarelle, s'inspirant des travaux d'Alphonse Mucha et de Gustav Klimt, et n'hésitant pas à esthétiser les horreurs que subit Jeanne tout au long du film. Cet animé est très perturbant car si sa forme est très belle, son fond est encore aujourd'hui sujet à débat. En effet, Belladonna of Sadness a fait un énorme bide quand il est sorti en salle, et les peu de personnes qui ont vu le film l'ont trouvé à gerber, à tel point que pendant très longtemps il était difficile de visionner ce film. Après une réédition en Blu-ray, avec une version restaurée, il reste néanmoins encore assez difficile d'accès aujourd'hui. Lors de sa récente réédition, le film a été vendu par beaucoup de critiques comme un chef-d'œuvre visuel sur la forme et un vrai manifeste féministe sur le fond, racontant la volonté de Jeanne de s'émanciper des codes sociaux de son temps à la suite de son traumatisme envers et contre tous. Sauf qu'en réalité, Belladonna of Sadness, bien qu'il soit sorti dans les années 70, est malgré tout un animé catégorisé comme étant un ecchi. Et si vous ne savez pas ce qu'est un ecchi, c'est une catégorie d'animé dont l'une des thématiques principales est le sexe et l'érotisme. Ce n'est pas du porno, sinon on aurait parlé de hentai, non. Là, c'est purement figuratif. Il n'y a que de la nudité et des mises en scène très suggestives, et aucun rapport sexuel n'est explicitement montré à l'écran. Alors vous comprenez bien le but initial de Belladonna of Sadness, ce n'était pas de faire passer un message féministe, au contraire, il était en réalité destiné à un public pas forcément porté à défendre la cause des femmes, ou même de leur intégrité physique, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce détail, et l'omniprésence de la nudité, du diable, du sexe, tout au long du film, qui le rend, je trouve, profondément malsain. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens visionnent des animés, ou même du contenu en général, sans vraiment chercher à comprendre ce qu'ils regardent, ni le contexte qu'il y a autour. L'animation japonaise est un média qui a cette particularité d'avoir des œuvres uniques en leur genre, mais qui sont terriblement inaccessibles auprès d'une grosse partie du public, en raison de leur sous-médiatisation au profit d'œuvres plus bankable par les acteurs de l'industrie. Bien sûr qu'une industrie entièrement constituée d'animés comme Texnolize ou Angel Egg n'est pas enviable. En revanche, si le public pouvait monter un peu ses standards et demander de temps en temps des œuvres plus artistiques, plus recherchées, et que des comités de production puissent se porter volontaires pour prendre des risques et produire des œuvres moins standardisées, où les artistes ont plus carte blanche pour laisser libre cours à leurs idées et assurer une bonne distribution pour ce genre de projet, je pense que cela ferait beaucoup de bien à cette industrie qui peine de plus en plus à se renouveler entre shonen, slice of life ou isekai. À titre d'exemple, l'animé de Chainsaw Man a tenté, par le biais de différents choix de direction artistique, de faire un animé plus cinématographique que cartoonesque, contrairement à ce qui était attendu par une partie des fans qui ont fait savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Et ce genre de remarques ont ressurgi lorsque le trailer de Dandadan a été publié, disant que c'est ce à quoi aurait dû ressembler l'animé de Chainsaw Man. En clair, le public a reproché aux artistes de MAPPA de s'éloigner des standards. Et c'est un terrible problème, parce qu'en faisant ça, on bride la créativité des œuvres. Plus les saisons passent et plus je trouve que les animés s'enferment dans des codes et que les artistes derrière les différents projets sont de moins en moins libres. Cette vidéo et celles qui suivront lorsque je parlerai d'animé sur cette chaîne, c'est un hommage à cette créativité, à cette volonté de s'éloigner de ce qu'est, en substance, un animé standard. Pas besoin de nécessairement tout révolutionner à chaque fois comme c'est le cas pour les animés que j'ai présentés ici. Pour Chainsaw Man, MAPPA voulait insuffler cette atmosphère très particulière que l'on pourrait comparer à celle que l'on retrouve dans les films de David Fincher ou des frères Coen. C'est super intéressant comme approche, surtout pour l'adaptation en animé d'un manga de Tatsuki Fujimoto, qui s'inspire énormément du cinéma pour mettre en scène ses planches, et je ne vais même pas parler des différents endings qui sont de vraies perles visuelles. On peut critiquer MAPPA sur plein d'aspects et ce n'est certainement pas les conditions dans lesquelles la saison 2 de Jujutsu Kaisen a été diffusée qui vont me faire dire le contraire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font confiance à leurs artistes sur toute la partie créative de leur projet, et ça fait clairement la différence. Et critiquer ça, en tant que spectateur, parce que l'on s'attendait à quelque chose de plus standard, pour moi, c'est criminel comme façon de penser. Peut-être que les animés d'avant-garde, ou du moins avec un style atypique ou des histoires différentes, vont mourir et disparaître parce que la majorité du public n'en veut plus. Mais au moins, grâce à cette vidéo, et celles qui vont suivre, peut-être que ceux qui existent déjà trouveront, malgré le temps qui passe, un nouveau spectateur qui prendra le temps de les regarder et qui saura les apprécier à leur juste valeur.